Salut les gars, salut les gars, c'est Carlos de retour dans la cam avec moi. Aujourd'hui, on est là pour passer un regard pour les événements concernant les sports du combat. On va mettre ça sur la planche, donc on va passer en revue la UFC à Paris, on va passer en revue UFC 307. Et voilà, donc, aujourd'hui, avec moi, on a Léo John à notre donc, les gars, comment ça va, les gars? On est tous fans de UFC 307, beaucoup des émissions. Comment ça va aujourd'hui? À peine de finir. Comment ça va, John? Bon, on a gagné, donc nous on est bien. On a perdu Carvajal, donc force à lui. Et puis, et puis voilà, tranquille. Ok, Johan. Ça va, malgré les 15 initiés de très loin par tous les gens de la capsule Je survis. Et j'attends décembre, comme j'avais dit, pour mettre la taloche. Mais sinon, ça va. Donc, ça. Ça va bien avec le résultat d'hier. J'espère que les gens m'ont suivi et ont gagné beaucoup d'argent parce que j'ai fait un sans faute. Je demanderai à mes compères d'augmenter peut-être le volume de leur ordinateur ou bien de leur téléphone, parce notamment John. Donc, comme tu disais, on va passer en revue UFC Paris qui a été clôturé par un main event de malade. Exactement. Non, contre BS de Marseille. Un combat qui s'est soldé par un TKO victoire de stoppage de Money Moicano. C'était le deuxième round, si je me rappelle bien. À la fin du deuxième. À la fin du deuxième, les gars. C'est une histoire, une théorie de malade. On va pas tout reprendre, parce qu'on aime pas Williams. On tirait. On n'a pas de problème, je peux faire ma français, nous, on a juste fait la promo de Money Moicano. Les gars, qu'avez-vous pensé de moi aussi? Paris, quelles ont été vos sensations? Qu'avez-vous retenu? On va commencer avec John Frank, il est sur Paris, donc est-ce que Euh, Déjà, en fait, bel événement dans l'ensemble. Après, entre parenthèses, c'est bien quand même qu'on n'ait pas pu y aller parce que si on y était allé avec Yohan, il allait faire les choses de Moïcano là-bas et ça pouvait être risqué pour... il allait risquer notre sécurité. Maintenant, l'événement en lui-même, bel événement. d'habitude, il cherche rien pour le protéger, il cherche John pour il cherche, mais là, Donc, c'est là, il était avec ça. on allait risquer notre sécurité là-bas. Faut pas chercher ce genre de palabre. Mais l'événement, c'était, dans l'ensemble, c'était un bel événement. D'après le public, chaque fois, en fait, qu'il y a l'événement, dans le monde entier, le monde des sports de combat, tout le monde apprécie. Après, moi, je retiens, avant d'arriver même sur le main event, moi, je retiens les performances de Faresiam. Grosse performance. Un genou sorti de nulle part. Je retiens performance également de Morgan Charrière. Je retiens Brian Battle, qui... on parle de Moïcano, mais Brian Battle, ce qu'il fait après, juste après, c'était également, c'était également très beau. Doigt d'honneur à la foule, déclaration d'après-combat. Matt Frévola, je pense qu'il va détester la France. Parce que chaque fois qu'il vient en bang, on lui envoie deux éléments. Chaque fois, il voit des sales défaites. Donc, je pense que l'élément il va définitivement détester la France. Et puis, le main event, bon, Benoît Saint-Denis, on a tous vu, hein, les deux yeux fermés. Les erreurs, en fait, une erreur et ça a été corrigé. C'est ça, en fait, une erreur, ça a été corrigé. Donc, il y a beaucoup de choses à revoir de son côté. En fait, moi, j'écoutais ses déclarations d'après fight, notamment chez
quand il était chez Mouloud Acho, il dit j'aurais dû y aller avec un game plan. Moi, ce sont des déclarations moi qui m'interrogent. Donc, tu y vas et tu n'as pas de game plan et tu penses que ça va se passer comment? Point d'interrogation. Il est arrivé, pour moi, en fait, je le disais en off, il se fait amener au sol. Ce sont des situations qu'il connaît. Mais pour moi, il a été beaucoup trop pressé, en fait, parce que tu sens qu'il commence à avoir, enfin, à mon sens, il a commencé à paniquer. Donc, il a donné des positions qu'il n'aurait pas dû donner ou il aurait été plus judicieux pour lui d'être plus calme et plus posé, quitte à salir le combat, juste garder le gars au sol afin de ne pas se faire ground and pound. Dommage pour lui. Et puis, grosse performance de Moïcano. Hein. Et puis, roue libre à la fin du combat. Donc, voilà. En tout cas, bel événement. Donc, cinq événements, 5 événements. Ah, juste en Au parenthèse, début, j'avais même l'événement oublié était Nassourdine Imavov, que j'aurais dû citer même en premier. Voilà. moyen. Au début, c'était moyen. Moi, c'est le main event vraiment qui m'a réveillé. Parce que le main event était beau et puis la fin aussi exceptionnelle. Mais je vais pas revenir sur ce que John a dit, mais par rapport en fait à Benoît Saint-Denis, on se pose des questions parce qu'on sait qu'il s'est séparé en fait de son coach qu'il a amené en haut, Daniel Wara, et qu'il y aurait eu des problèmes en fait entre les deux. Mais quand tu vois en fait la manière dont il est arrivé sur ce combat, la préparation, on se pose quand même des questions. Est-ce qu'il a bien fait de quitter son coach? Après, tu peux changer de coach, mais est-ce que tu es parti en fait vers un encadrement qui est meilleur? Est-ce que tu es mieux entouré en fait aujourd'hui? Est-ce que tu arrives à mieux te préparer? Parce qu'il y a aussi l'analyse, je crois, de son coach en fait entre le premier et le deuxième round en fait. Ouais, mais non, c'est ton tour, Benoît. Vas-y, tu vas le faire. Bon, c'est des gens, mais gars, en fait, est-ce que tu as d'abord de regarder genre le premier round en fait? C'est tout ce que tu trouves à dire en fait pour un coach. Parce que je sais pas s'il a lu des trucs avant, mais en fait, quand RMC passe la caméra en fait à ce moment-là en fait et qu'il dit en fait, ouais, c'est ton tour, Benoît. Maintenant, vas-y. Je me dis d'abord genre, regarde d'abord ton combattant, regarde dans quel état d'abord il est, tu vois un peu. C'est tout ce qu'en fait tu as à lui dire là. C'était genre un peu bizarre, quoi. Et puis, on a écouté ce que lui-même il a dit. Il est venu sans game plan. Je pense pas quand même des main events de l'UFC. Tu tombes contre quelqu'un qui était juste derrière toi, je crois, au classement, ou juste devant toi, je sais plus, à peu près. Donc, on parle du principe que vous êtes à peu près du même niveau. Donc, tu peux pas négliger quelqu'un comme ça. C'est pas comme si je suis en train de combattre contre un amateur ou un enfant, un adolescent. Donc, arriver sans game plan, ça pose des questions. Et oui, en fait, Benoît, c'est quand même l'une de ses qualités parce que lui-même, il disait, il n'a pas peur d'aller au sol parce qu'il sait comment se relever. Mais là, moi, j'ai trouvé ça au sol, en fait, qu'il a proposé, c'était inquiétant. Tu vois, on ne parle pas là, en fait, d'un top lutteur ou de quelqu'un qui est très, très fort, en fait, en JJB. Pas du tout. Là, ça nous a fait vraiment peur et quand tu vois l'état du visage, en tout cas, sur ce combat-là, je crois, ce qu'il doit peut-être comprendre, c'est que oui, il faut partir avec un game plan. Il faut savoir le respecter. Et puis, la guerre, c'est bien, mais ça fait mal parfois. Tu vois, partir à visage découvert, là, ça fait 2 fois. Là, j'espère que pour lui, pour sa carrière, qu'il a compris la leçon, quoi. Et maintenant, il faut faire attention. Parce qu'à la prochaine défaite, là, je crois déjà, il commence à prendre, je pense, on va dire un mauvais vent. Là, à la prochaine défaite, tu vois, tu vas aussi commencer à combattre aussi les nouveaux assoiffés qui arrivent et qui voudront aussi avoir Benoît Saint-Denis sur le palmarès. Donc, attention, tu vois. Et les gens ont vu aussi ton problème. Comme Moïcano a dit, le problème, la force de Benoît, c'est aussi son point faible. C'est bien beau de dire que tu pars à la guerre, toujours ouvert, tout ça là, mais oui, ça laisse en fait aussi des possibilités de contre. Et une fois que on te met la pression, que c'est plus toi en fait qui avance, bah, tu as du mal en fait à trouver des solutions. Donc bon, là il a dit qu'il va prendre une pause, prends la pause et essaie de revenir mieux parce que c'est pas très beau tout ça. Ouais. Bon, globalement, vous avez tout dit hein, sur l'UFC Paris. Je vais revenir sur Benoît Saint-Denis et sur ce que je pense de lui juste après, mais moi, je l'avoue, j'ai suivi en différé. Hein. Moi, ce qui m'a marqué, c'est qu'il y a deux combattants hein, parmi les Français là qui sont assez réguliers en ce moment, dont on parle pas plus que ça.
mais qui mérite un regard. Je parle pas de Nassourdine, parce que Nassourdine, certes, il est régulier, mais on sait ce qu'il lui manque. Il lui manque un coach qui va lui faire sauter la step nécessaire pour aller titiller les plus grands. Mais William Gomis et Fares Ziam, c'est intéressant quand même, hein. Même si Gomis gagne parce qu'on est en France, hein, on va pas se mentir, hein, il gagne parce qu'on est en France. C'est quand même deux combattants qui font pas de bruit, mais qui sont intéressants à voir, hein. Notamment Fares Ziam, là, j'ai bien aimé son combat. Il a plutôt été intéressant. Maintenant, pour revenir sur Benoît Saint-Denis, déjà, il y a un truc dont Johan a parlé, qui me dérange ces derniers temps, c'est que certains grands combattants perdent de plus en plus parce qu'ils n'ont pas respecté leur game plan. Je parle pas forcément de Benoît Saint-Denis, mais je parle aussi de Joshua. Parce que pour moi, contre Daniel Dubois, c'est que dès le départ, même au la colère, les sentiments ont pris le dessus et il n'a pas respecté son game plan. Avec Benoît Saint-Denis, je pense que ce qui est passé devant, hormis le fait qu'il ait changé de coach, etc., c'est que en France, les combattants français ne sont pas habitués à la gloire. Et cette histoire de God of War, je pense que c'est monté dans la tête du frangin que il s'est conditionné. Tu vois, il s'est conditionné mentalement à faire de la Chandeleur à la française. Parce que là, typiquement, là, Benoît Saint-Denis, j'ai l'impression de voir Chandeleur combattre, quoi. On fonce, on combat, on s'en fout des répercussions. Mais non, qu'est-ce qui t'arrive? C'est bien, God of War, ça ne veut pas dire seulement un dieu de la guerre. Quand on veut être le dieu de la guerre, on doit maîtriser toutes les facettes de la guerre. La guerre, c'est pas seulement avec les grenadiers voltigeurs au premier rang. C'est aussi c'est le stratège. C'est aussi celui qui respecte son plan. Et là, il a chié. Et je pense que maintenant, son problème avec son coach vient peut-être rajouter à son manque de sérénité. En tout cas, moi, je suis bien content de l'avoir vu perdre, hein. Personnellement, c'est un combattant qui s'est garé. Non, mais j'aime pas les combattants qui ne sont pas focus uniquement sur leur taf, le métier. Quand tu viens commencer à mettre la bouche un peu dans la politique, un peu dans les Congos, ça comme ça là, ça m'intéresse pas en fait. Et surtout quand je ne partage pas la même chose que toi. Donc, je suis bien content qu'il ait perdu. J'espère que ça va être une bonne leçon pour le voir rebondir. Et oui, on a envie de voir un Benoît Saint-Denis guerrier, mais guerrier intelligent. En tout cas, ça laisse désirer pour la suite parce que là, il se retrouve. Enfin, sa place au classement n'a pas changé. Je pense qu'il est toujours même, et c'est la surprise d'ailleurs, il est toujours devant Manu Moïcano, classement. Et ça m'a quand même surpris. Mais bon, ce que je retiens, c'était vraiment une belle promotion, comme je disais, de Manu Moïcano. Manu Moïcano, il se fait juste et dire ça, c'est comme il avait lu aussi la commande de Ryan Banner juste après sa victoire contre Kevin Joseph. Les Américains sont venus à point, les Américains sont venus à point. Donc, en tout cas, on peut garder les yeux sur le développement de la carrière de BSD pour la suite. Ce qui nous amène l'événement de malade qu'on a eu ce samedi. Même 5 lectures, les gars. Qui a eu la main event, Alex Poitin Pereira qui défendait son titre contre Khalil Rountree Jr. Un premier event avait Raquel Pennington qui défendait, qui a perdu son titre contre Juliana Peña. L'événement en général était bon. Aussi, on sort de avec de bons questionnements concernant les choses de la coup de fight qui a été bon, l'événement m'a laissé sur ma fin, j'ai été rassasié, j'étais content.
de regarder l'événement. Ce qui m'amène à dire, les gars, le calibre de Poatan en UFC. D'abord, est-ce qu'on peut d'abord répondre à cette question-là? Est-ce que Poatan est le visage de l'UFC? Il faudrait qu'on arrête avec cette histoire de visage actuellement parce que chacun d'entre ces combattants aura sa période. Et il se trouve qu'actuellement, c'est Pereira. Mais dans 1 an et demi, on va voir un autre combattant enchaîner 2, 3 combats intéressants. On va dire c'est la période 2, c'est la période 2. Je pense qu'il faudrait plutôt analyser dans l'ensemble. Moi, avant de revenir sur Pereira, moi, j'aimerais revenir sur l'UFC 307 de manière globale parce que euh, je l'ai annoncé lors de ma note vocale. Je trouve que c'est une carte qui a été négligée au niveau promotionnel, hein, la vérité, parce que c'était plutôt une belle carte. Les combattantes féminines, moi, je me demandais par rapport à Pennington qui elle pouvait rencontrer. Ben, je pense que Peña, c'était la bonne pioche. Kayla Harrison, le retour, c'était la bonne pioche. C'était quand même plaisant. Et je me suis surpris à regarder même les combats préliminaires. Et j'ai trouvé de beaux combats préliminaires, même si ça m'a fait penser un petit peu au... Je vais me tirer une balle dans le pied. Mais ça m'a fait penser un petit peu au Bellator, hein, à des combattants, le niveau du combattant de Bellator. Mais c'était intéressant dans le global. Pour en revenir sur Pereira, j'attends. Comme je dis, moi, je suis pas loin de lui tirer une chaise pour qu'il puisse s'asseoir à la table des grands. Parce que ce qu'il fait actuellement, c'est intéressant. On en parlait en off avec Johan. Effectivement, on peut déjà le comparer à Rabib, ne serait-ce que pour ses 3 défenses de titre en 1 an. Je suis d'accord. Maintenant, chacun ses sensibilités. Est-ce qu'on va le mettre devant Rabib? C'est un fait. Mais actuellement, il pèse lourd. Il est double champion. Je suis même prêt à parier même il peut tenter la ceinture catégorie poids lourd. Euh, je pense qu'il a déjà les épaules et d'après ce que je sais, il s'entraîne beaucoup en JJB. Il est quoi? Il est ceinture marron, ceinture noire? Il est quoi déjà? Ceinture violet, mais bon, s'il vous plaît. Ouais. Non, non, mais il s'entraîne, c'est-à-dire que c'est pas c'est pas, tu vois, c'est pas le genre de combattant qui vient du kickboxing et qui va simplement se baser sur son pied-point, en fait. Ouais, Tu mais on vois, devient pas ceinture on sent violet en quelque un chose. an. Sauf Ah, que quand même. c'est comme moi, j'ai pas encore vu de JJB malgré tous ces entraînements qu'il fait. Voilà. Ce qui m'emmène à dire ce que je disais en off. Pourquoi on l'a pas encore vu en JJB? Parce que réellement, en face, on a eu des combattants lourds qui ont eu des punchs lourds, les Jamal Hill, les Blachowicz, des percutants. Des mecs, ils ont le point. Mais on n'a jamais vu, je parle pas de combattant complet, Yoann, je n'ai jamais vu un spécialiste pur de grappling face à Pereira. J'aimerais qu'on trouve un combattant qui puisse se mettre en danger à ce niveau-là pour voir ce que ça donne. Voilà. Si je vois un combat comme ça et qu'il s'en sort, la vérité, le prochain combat pour moi, si votre GOAT veut bien, c'est Jones. Parce que là, ça peut être beau, hein. Ça peut être beau comme combat. Moi, je vois bien décembre 2025, Noël, Jones Pereira, ça peut être beau, hein. Ou à Spinal juste avant. Ou à Spinal juste avant. Jordan Sack, voilà. Oui, le retraité, 42 ans. D'accord. OK. Ça va être un super combat. Allez, je donne ma place à quelqu'un d'autre, sinon je vais devenir désobligeant avec votre goutte là. Non, mais moi, je vais répondre simplement, oui, Pereira est actuellement le visage de l'UFC, en fait. Il y a un certain charisme, en fait, avec lui, tu vois. Il y a une certaine histoire, en fait, il est bizarre, en fait, même comme il combat, il est raide, en fait, tu vois, il est bizarre, mais il a une certaine aura, tu vois. En plus, il y a ce que les combattants disent. Tu as même Adesanya qui a sorti, je crois, 2 jours avant le combat. Ouais, Jiri avait raison, en fait, ce mec-là, il combat pas seul, il combat avec les esprits. Tu vois, ça avait rien. Et puis, ce mec-là a sauvé 2 fois l'UFC cette année, en fait. Il y a le 300, il y a 2 mois, là, il a combattu quelqu'un déjà, là.
Mais Toi, et vous même te couper pour aller sur ton là. Il faut aussi cette carte-là, parce que c'est pas lui le main event de la carte. voilà, en fait, tu vois, à chaque fois, l'UFC a besoin d'un combattant, il combat, et ce mec-là, il est actif. Dana aime les champions actifs, et c'est pourquoi il y a une publicité de malade, un marketing de malade actuellement sur lui. Il est actif. Dana aime les champions actifs, champions en plus, qui montrent le sang, c'est tout ce qu'il aime. Il est fan, adore Pereira. Comme je dis, c'est un style, tu vois, voilà, quoi, il est charismatique, ça passe. En plus, les combats, Et puis, t'ennuies il pas lors commence à des voir la combats. répartie dans ses réponses. C'est intéressant. Ouais, aussi, tu vois, c'est comme, bah, on va en parler, donc là, Jamal, il, en fait, kiffe à la fin de son combat. Et Pereira qui dit, bah, je pense que ce mec vient de se réveiller de l'UFC 300. Tu vois, quand même, quand t'écoutes ça. Bah, ouais, ça fait rire. Donc, il y a un truc, tu vois, c'est sans forcément insulter, mais en fait, il a des réponses, parfois deux mots, en fait. Et voilà, en fait, tu vois, les gens aiment ça. Et bon, on s'arrête là ou on passe toujours au combat? Ok, parce que pour le combat, waouh. Tu vois, moi, après les deux premiers rounds, en fait, je me suis dit, ouais, est-ce que pour la première fois, à part genre Easy, parce que le premier combat contre Easy, je trouve qu'il a vraiment été embêté, mais je trouve que Easy faisait plein de choses aussi. Il a essayé, en fait, on a vu Easy qui est devenu lutteur, etc., mais il faisait plein de choses. Mais là, c'était vraiment juste en stand-up, et je voyais un Pereira, en fait, un peu embêté, surtout le deuxième round, en fait, où je trouve que Raleigh, en fait, a, a mis, je crois, de gros points, de bons coups, je crois, il met, il knock down Pereira, en fait, une fois. Et je me suis dit quand même, genre, waouh, il arrive à l'embêter. Je m'attendais pas vraiment à ça, tu vois. Mais il a vite réglé la mire. Et lui, j'ai l'impression que ses coups, et quand il te touche, ça fait vraiment mal, quoi. Il te touche une fois, deux fois. Moi, je nuancerais, Johan. Excuse-moi, je Ouais, te vas-y. coupe la parole et désolé, John. Je nuancerais parce que je pense que il, Pereira n'a pas sombré dans l'euphorie du champ. Tu vois ce que je veux dire? Il savait qu'en face de lui, il avait un kickboxer qu'il n'avait peut-être pas encore rencontré dans ses périodes glory. Donc, normalement, selon moi, hein, je me dis que dans son game plan, il y avait le moment où il fallait cadrer, analyser qui on avait en face. Et je trouve que ces deux premiers rounds ont permis justement cette analyse nécessaire pour lui permettre d'augmenter le rythme à partir du troisième. J'ai plutôt trouvé Pereira dans la gestion d'un game plan, mais maîtrisé en fait, de A à Z. Moi, je ne vois pas qu'il a été mis en danger en tant que tel. Tu vois, c'était normal. Alors, il fallait qu'on arrive à ce moment où la confrontation devait être compliquée. C'est à ce moment-là qu'il a cherché la faille et au moment où il l'a trouvé, il a mis son plan en exécution à partir du troisième round. Moi, c'est comme ça que j'analyse plutôt le combat de Pereira. Ouais, mais pour moi, on ne fait jamais exprès de se prendre, en fait, un coup et puis tu vas être knockdown, tu vois. Donc, à un moment donné, en fait, Ali, je pense, il était très bien, surtout dans le deuxième round. Sauf que, il y a un bémol pour moi, je pense qu'il n'avait pas le cardio. Parce que ça se voit, en fait, plus le combat continuait, plus il était fatigué. Et surtout, les coups de Pereira, ouais, ça fait mal, en fait, tu vois. Même après, quand on a Godard qui dit, je sais pas, en fait, il a dit à, je sais qui dit, en fait, que je suis arbitre depuis longtemps, mais j'ai jamais entendu des coups résonner de la sorte, tu vois. Donc, on sent qu'il y a vraiment un impact derrière les coups de Pereira. Je pense qu'on prend un, deux, trois, tu vois, premier round, deuxième round, un mois de l'autre, troisième, ça fait mal, mon gars, ça t'épuise. Et puis, à un moment donné, une fois qu'il t'a touché, qu'il t'a cadré, bah, c'est fini, en fait. On attend juste le moment où tu vas dormir, c'est tout. Parce que le quatrième, en fait, à un moment donné, sur la séquence est même passé plusieurs fois sur Twitter, en fait, tu le suis là. Qu'est-ce que tu veux dire là-dessus? Si ce n'est que c'est très technique et très puissant. Là, tu sens, en fait, genre, le génie du combattant, quoi. Non, Pereira, pour moi, c'est fort. Et comme a dit Connor, on veut te voir maintenant aussi chez les heavyweights. Vu que tu veux pas redescendre, parce que, bon, je sais pas que Pereira était maintenant quelqu'un de fidèle, hein. Il s'est entraîné une fois avec... il s'est entraîné une fois avec quelqu'un, donc on ne veut pas descendre. Donc, chez les light heavyweight, il te reste peut-être, je pense, un combat intéressant à faire, hein, contre le russe, là, je sais plus encore son nom. John va me donner le nom. Donc, Kalaev, Contre Ankalaev, ouais. Sinon, après, l'idéal, moi, ce serait qu'il monte, en fait, chez les heavyweight, et puis qu'il affronte Cyril Gane. Tu vois, là, pour le coup, pour moi, stylistiquement, ce serait beau.
ou bien tu affrontes donc l'autre Brésilien, là, le lutteur, je sais plus comment, Almeida. Soit tu affrontes Almeida d'abord, soit tu affrontes un Cyril Gane. Une fois que tu as ce combat-là, bah, tu vas pour les... Ok. Bon, Léo, tu as dit que tu t'es tiré une balle dans le pied quand tu as fait la comparaison entre la carte préliminaire et la carte enfin, le niveau du Bellator. Deuxième balle dans le pied, c'est quand tu as reconnu que Johan avait raison sur le parcours de Pereira et le fait qu'on pouvait déjà faire la comparaison avec Khabib. Je sais que ça t'a arraché la bouche. C'est pas une balle dans le pied, c'est être objectif. Chose que certains d'entre vous ont du mal à être. Quand je tors quelque part ou que je me rends compte que j'ai peut-être merdé, ben je dis que j'ai merdé, je ne veux pas être têtu. Mais avant de revenir sur le combat en lui-même, moi je constate quelque chose, c'est que tu veux voir Jones dans des situations compromettantes. Tu as commencé avec Pavlovich, on a dosé l'élément, tu as parlé un peu d'Almeida, un peu avec Johan. À un moment donné, on a dosé l'élément. Là, tu veux parler de Pereira, mais careful what you wish for, parce que ça peut être problématique pour l'élément haut. Mais bon, pour revenir au combat en lui-même, déjà, ce qui était intéressant, c'est qu'on savait à quoi on allait s'attendre. On savait à quoi s'attendre. Pereira a dit qu'il venait pour stand-up. Roundtree a dit qu'il n'a jamais tenté de takedown de sa carrière, qu'il n'allait pas commencer maintenant. Donc, lui, son game plan, c'était stand-up avec Pereira. Donc, ça, déjà, ça posait le décor. L'élément, j'ai trouvé qu'il avait un game plan assez intéressant, c'est-à-dire être hyper mobile. Et Roundtree, c'est quelqu'un qui est très explosif. Donc, il va exploser sur 2-3 combinaisons une fois qu'il a capté le timing de l'adversaire. Donc, il était très mobile. Et on sait que Pereira, il ne faut pas rester en face de lui. Il y a le crochet du gauche. À n'importe quel moment ça passe, tu vas t'endormir. Donc, il était très mobile, très mobile. Il n'a pas beaucoup kické au début. Moi, ce qui a surpris tout le monde, Roundtree n'a pas beaucoup kické. Et Pereira non plus n'a pas kické au début parce qu'on sait que les calf kicks de Pereira, tu es un gars mobile, une fois que tu prends 2-3 calf kicks, ça commence à te gêner énormément. Izzy en a fait les frais. Tous en ont fait les frais, en fait. Et il a, plus le combat avançait, il a capté la façon le timing de Roundtree. Il a annihilé beaucoup de ses tentatives d'explosion parce qu'il arrivait bras avant, bras arrière. Et chaque fois, Pereira a réussi à parer ça. Et un élément, en fait, un truc également Pereira a montré qu'il était solide. Il était solide parce que Roundtree, c'est quelqu'un qui frappe fort. Même si, quand il a knockdown, il n'a pas touché clean. Mais quand même, tu prends ça, tu ne perds pas le réseau. Moi, c'est quelque chose. En fait, je pense que quelque part aussi, ça a découragé l'élément. Il a pris un high kick, pareil, qui a touché presque clean. Le gars était là. Et j'ai dit, mais en fait, je disais en off, je dis, mais il est impassible comme Ivan Drago, c'est pas possible. Et il a commencé à il a capté le truc. Il est venu dans les low kicks, dans les middle, et il a commencé à toucher l'élément, il a commencé à jabber, et il a décomposé. Et Roundtree, en fait, le fait de se déplacer tout au long du combat, je pense que le cardio a commencé à faire, a commencé à faire défaut. Et là, c'était le début de la fin. Variation de zone de frappe à la tête, au corps, au pied. Et il n'était pas pressé. Ce qu'il a fait face à Adesanya quand il a touché Adesanya la première fois, il n'était pas pressé. Il arrive avec la garde basse, comme il fait d'habitude quand il commence à te toucher, mais il n'était pas pressé. Et ce qui fait que il a touché le garde propre et il a mis KO. Et aujourd'hui, moi, je me demande dans la division qui peut l'arrêter. Autant là, moi, j'avais misé sur Roundtree parce que je me suis dit, Roundtree, c'est quelqu'un d'explosif. Une fois qu'il te connaît, il va te toucher. Mais là, on parlait dans Kalaev. Mais en KLF, c'est quelqu'un, Yann Blachowicz a failli tuer ses jambes. Il a failli tuer ses jambes. Donc, si Yann Blachowicz a failli tuer tes jambes, Pereira ne va pas attendre 2-3. Hein. C'est un et puis... Ouais.
est-ce que c'était possible pour que Roundtree et Gaston, parce que Ram 22, Pereira en difficulté, et on peut parler, et ça m'étonne, parce qu'on parlait, il a gardé son cool. Et après, de son cool, on fait du pouvoir déjà. Quand Roundtree met un coup, qu'il empêche, il faut très bien, on va faire, en fait, le petit jeu d'enchaîner. Au deuxième coup, lorsque Roundtree est drop, tu vois dans les Français, tu vois, t'as son corner, je vais saluer le corner de Poirier. T'as son corner qui n'arrête pas de lui dire, Dorvex, champion, ça, en fait, c'est ce genre de travail pour les corners que j'ai envie de voir pour la plupart des combattants, en fait. Parce que Ouais, mais Erwan, t'as pas remarqué que c'est pas seulement dans le combat contre Roundtree qu'on a eu on a eu l'impression de voir Pereira en difficulté. Contre Thierry, t'as l'impression que dès le départ, il est en difficulté. Et finalement, ça sort. Et c'est contre Adesanya lors du premier combat, c'est à peu près la même chose. Et en gros, au début, on se dit, il a été touché, mais est-ce que ça fait justement pas partie de ce fameux game plan, entre guillemets, et justement d'avoir, comme tu viens si bien de dire, d'avoir un banc qui le lui rappelle quand il veut sortir de, de son mind, tu vois, de son mindset. Donc, peut-être que c'est plus quelque chose fait au hasard, c'est peut-être ça le plan. Tu vois ce que je veux dire? Je vais répondre vite. À part Benoît Saint-Denis qui est assez bête en fait pour prendre des coups, je crois aucun combattant va clairement de ce combat en se disant je vais prendre des coups et puis après je vais répondre non. Pereira en fait Chandler, quand il Thierry, peut en fait il y a des combats en fait qu'il on termine peut sans t'en trop citer de encore coups. plein. Il y a des combats en fait qu'il termine sans trop prendre de coups, mais là en fait c'était juste qu'il faut lui donner en fait son mérite. Roundtree en fait il fait un très beau début de combat, mais il y a le cardio qui baisse, il y a les coups de Pereira qui font mal en fait. Ça genre Après, pression c'est tout. l'erreur que Pereira ne commet pas, parce que Adesanya, en fait, je prends le premier truc, c'est Adesanya avait le sens du timing. Il a failli drop Pereira dans le premier fight. À la fin je sais plus à la fin de quel round, quand il le touche, Pereira commence à vaciller. Parce que Pereira, en fait, quand il sent qu'il t'a mis en danger, il arrive avec son truc. Garde hyper basse. Et Adesanya l'a timé la deuxième fois parce qu'il a compris, en fait, que dans les échanges, quand il vient avec la garde basse, à un moment donné, avant d'armer, il a la garde super ouverte. Oh, face à Roundtree, en fait, il sait que l'élément frappe fort. Et même, c'est Joe Rogan ou Cormier qui disait, Roundtree, en fait, c'est un gros contreur. Donc, si Pereira fait l'erreur pendant les échanges d'être trop proche, il suffit d'un seul. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu d'aller chercher la tête, il va d'abord chercher, il jab, il va chercher le corps, ce qui fait que Roundtree, il faut qu'il se protège quelque part, il ne sait pas de quel côté ça va venir. Et ça, c'est un point qu'il faut saluer du côté de Pereira, c'est qu'il n'est pas allé comme à son habitude. Bon, il avait la garde basse, mais il a été beaucoup plus fin dans la manière de frapper à ce moment-là. Ouais. Donc, c'était ça, l'événement. En tout cas, après les beaux événements, on a toujours des choses à dire, les gars. Mais on va avancer. N'hésitez pas, les gars. On veut savoir aussi ce dont vous pensez, ce dont vous avez pensé de la carte hier, UFC Paris. Et aussi, parce qu'on n'a pas beaucoup en parlé, mais il y a eu aussi Daniel Dubois, un des quatre, qui a dosé. Anthony Joshua par KO c'était quoi, au Il troisième? a bastonné. Ouais, mais moi, j'aimerais bien débriefer ce combat-là. Enfin, moi, On va parler on te laisse parler de ton Joshua. ce combat de boxe, voilà moi comment je le résume. Parce que je vais pas parler de ce que j'ai dit en off sur les gestes un peu anodins que j'ai pu voir lors du combat. Je vais pas voir simplement. Je vais essayer d'analyser juridiquement ce que moi j'ai perçu. On ne veut Il pas y être a quelque chose capable. qui revient très souvent chez Joshua. C'est sa perte de contrôle. Et souvent, sur ces 5-6 derniers combats, j'ai constaté que Joshua, il perd son combat avant même de l'avoir commencé. Il suffit que lors du face-off, tu le fais sortir de ses gonds pour que
il arrive au combat avec un moral, pas à zéro, mais un moral controversé. Je viens, je veux le tuer. C'est pas normal. Ce qu'il a fait face à face. Oui, il m'a manqué de respect, etc. Et déjà, lors de face à face contre Dubois, je trouvais ça anormal qu'il s'énerve aussi vite. Et donc, je pense que une des faiblesses de Joshua, c'est ça. Si tu arrives à le contrôler ou tu arrives à le toucher moralement avant le combat, il ne respectera jamais son game plan. Regardez les deux derniers combats. Il n'y a personne qui est venu lui faire du call-out. Hein. Il n'y a personne qui est venu fâcher à la gueule. C'était les combats tranquillos. On se voit au combat. On va faire la boxe ensemble, tranquille. Mais chaque combat où il y a une histoire avant, il y a eu ce genre de résultat qui est apparu. Du coup, le mec, il est arrivé, j'avais l'impression que quand il a commencé, dès le premier round, il n'avait plus de plan, en fait. Il n'avait plus de plan dès le premier round. Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis, ce combat-là, cette boxe, elle était puissante, mais elle était non conventionnelle. J'avais pas l'impression de voir deux boxeurs sur le ring, j'avais plutôt l'impression d'avoir deux bagarreurs. Deux personnes qui avaient vraiment un problème. C'est comme si Johan et Parker se rencontraient face à face. J'ai l'impression qu'il y a juste un règlement de compte à avoir. Et quand il y a des règlements de compte comme ça, c'est celui qui aura un mind équilibré qui gagnera. Et c'est ce qui s'est passé auprès de Dubois. Parce que Dubois est resté de marbre. Il a pris quand même un contre au quatrième, je crois, avant le combat, au quatrième round. Il prend un contre qui peut être dévastateur. Mais là encore, l'erreur de Joshua, et ça, vous pouvez regarder tous ces combats, c'est que quand Joshua est en difficulté et qu'il a une once de lumière qui apparaît, qui touche, systématiquement derrière, il oublie qu'il a une garde. Et hop, il prend un contre. C'est ce qui s'est passé, il me semble, contre le kebabier, là, comment il s'appelle déjà? Le kebabier. Rappelez-moi son nom. Lewis. Voilà, contre Andy Ruiz. C'est lui qui domine. Il domine, il va à la charge, il touche, et derrière, boum, un contre. Là, le même schéma. La même chose avec Dubois. La même chose avec, dans une moindre mesure, avec Usyk. Parce que le premier combat contre Usyk, on voit que, il y a un moment donné, il prend le lead, il avance, et finalement, il se fait contrer. C'est tout. Donc voilà, c'est mon retour sur le combat Joshua Dubois. Ok, donc c'était ça pour les regards et n'hésitez pas. Je vous poser vos commentaires, on veut savoir aussi ce dont vous pensez de tout ce qui s'est passé en sport de combat ces dernières semaines. Ce qui nous amène au prochain stade. On va toujours rester en boxe et on va s'attaquer à la boxe qui aura lieu le 12 octobre. Nous parlons de Arthur Beterbiev contre Ivanita. Qui va faire c'est on a le préféré de Lyon qui est aussi ça. Benedicta qui va affronter qu'est-ce qu'il va affronter qui attendez. Hey. Tout de suite, mon préféré. Toi, tu es un bon journaliste, hein. Tu fais nous faire monter la sauce. On parle bien de gars, toi, tu fais monter la sauce comme ça, là. Benedicta qui va affronter Liam Cameron dans le prélim. Et on a Chris Eubank Jr. qui va aussi affronter Camille Stress-Winter. Quand même une place comme ce sera du côté du mec à Abu Dhabi. Voilà. Regarde ça, Abu Saoudite, non, Saudi Arabia. There you go. Abu Saoudite. Les gars, encore une fois, c'est un excellent. On va s'attaquer au vaincre directement sur Beterbiev contre Dimitri Bivol. Donc on a Dimitri Bivol. Il faut un box de quoi 23 fights, 23 victoires, 12. On a Beterbiev
20 victoires. 20 victoires, 20 victoires, parce qu'on dit que quand on voit la Chine se passer, on va donner cette analyse en premier à notre spécialiste en boxe. Léon, est-ce que J'attendais ce combat depuis très très longtemps. Je trouve qu'il arrive un peu tard, mais pas assez tard pour être déçu. Pourquoi? Parce que Beterbiev déjà commence à prendre un peu d'âge, c'est vrai. Mais là, on a une opposition je vais pas dire de style, mais d'expérience. On a un Bivol qui est hyper complet, qui est complet à tous les niveaux, qui sait s'adapter à son adversaire, qui touche, euh, qui n'a jamais réellement été mis en danger, vraisemblablement. Moi, je n'ai jamais vu Bivol vraiment être mis en danger. Maintenant, je trouve qu'il est complet, mais qu'il manque encore un tout petit peu de punch. En face, t'as un Beterbiev qui est, juste pour information, qui a boxé Usyk aux Jeux Olympiques 2012, si je me trompe pas. Il a battu Usyk. C'est quelqu'un qui a l'habitude de gagner des grandes choses. Vous avez vu, 20 combats, 20 KO. Lui, il règle l'affaire, hein. Voilà, lui, il cherche pas à durer sur un ring. Il a compris que la boxe, c'est détruire son adversaire intelligemment. C'est quelqu'un qui va pas se laisser aller à la décision. Donc, comment te dire que j'ai du mal à mettre le curseur sur quelqu'un. Mais si Bivol veut s'en sortir, il faut qu'il garde la distance et qu'il fasse attention au mouvement de hanche de Beterbiev, parce qu'il a un mouvement de hanche qui part du haut en diagonale vers le haut et qui touche sévèrement. Et quand ça touche, c'est millimétré, ça explose. C'est comme je disais tout à l'heure, c'est comme du bas-collé. C'est des coups qui ne sont pas inutiles. Il y a des mouvements de corps qui ne sont pas inutiles. Il n'y a pas de feintes pour faire plaisir ou pour... Non, c'est si je touche, j'aligne, c'est pour faire mal. Mais, une deuxième chose que Bivol va devoir peut-être essayer de faire pour garder un peu le combat dans son mood, c'est de faire de tenir le plus longtemps possible debout, hein, parce que justement, Beterbiev, on l'a jamais vu sur 10 rounds, tu vois. On n'a jamais vu Beterbiev faire, bon, je vais pas dire qu'il a fait que des combats courts, mais aujourd'hui, je pense que la clé pour toucher Beterbiev, c'est le cardio. C'est le cardio, l'empêcher de faire son travail de destruction, le garder à distance un maximum. Et comme Bivol a avec lui le poids de l'âge, puisqu'il est plus jeune, je pense qu'il peut être un peu plus vif. Mais pour battre Beterbiev, il faudra le mettre KO. Je donnerai mon pronostic à la fin. let's go, let's go. Ouais, mais comme Léon disait, c'est carrément le pur match-up. Tu as deux combattants qui ont pratiquement les mêmes caractères physiques, en fait. Les deux ont quoi, 6 foot. Les deux ont à peu près la même allonge, 73 inches pour chacun. Les deux sont champions, donc le combat sera pour unification. Moi, c'est pas très ici. C'est pas vrai. En fait, j'ai pas à me pencher vers un boxeur, en fait, un niveau qui a pratiquement euh, euh, rendu Canelo médiocre, en fait. C'est un peu Non, excuse-moi, je te coupe. Je te coupe, tu peux reprendre en enlevant l'adverbe pratiquement. c'est qui a rendu Canelo, parce que c'est difficile à voir. Ça qui rend Canelo médiocre. En fait, c'est difficile à voir. Les gars, c'est comme Léon disait, les gars, bon, s'il veut gagner, il va falloir survivre. Mais il va falloir survivre parce que le rien, c'est quelqu'un qui met les coups durs. Il a aussi le volume, en fait. Tu vois, c'est comme s'ils veulent juste se contenter de survivre. Et il faut juste porter le plus de coups possible. Non, parce que à l'opposé, mais le bien aussi il a du répondant, en fait. Donc,
C'est difficile pour moi de penser là. Mais il va falloir choisir, mais ça se fera plus tard. Let's go, John, let's go. Bon, ce fight-là, je crois que c'était en fin d'année dernière qu'on avait donné les pronos, quand il y avait le Day of Reckoning, et qu'on avait donné les pronos, des analyses pour Bivol, qui combattait sur cette carte-là de mémoire. Donc, l'élément, en fait, c'est vrai, ce sera une redite de ce que j'avais dit à ce moment-là. Parle plus fort, Et John, parle plus fort. attends, je vais mettre le micro. Donc, je disais, ce sera une redite de ce que j'avais dit lors du Day of Reckoning. Donc, mon opinion concernant Bivol n'a pas changé. Moi, je vais plutôt faire une comparaison. Je trouve que les deux fighters ont des similitudes dans leur approche de la boxe. Donc, en matière déjà de défense, leur façon de se servir de la longe pour garder l'adversaire à distance, un bon management de la distance. Et pour moi, ce qui les différencie, c'est Beterbiev, c'est un fighter plus agressif. On parlait tout à l'heure de cadrage quand on faisait référence à Pereira. Beterbiev, c'est ça en fait, c'est quelqu'un qui est très agressif. Donc on va avoir un fighter qui est très agressif face à un fighter qui sait comment éviter les fighters agressifs. In and out. Moi, c'est ce que j'apprécie dans la boxe de Bivol, c'est du in and out. Son footwork hyper impressionnant, il ne reste pas face à son adversaire, il ne se laisse pas facilement mener dans les cordes, il a la garde qui est très haute et il maîtrise ses basics en fait. Donc, opposition de style, pour moi, ce serait intéressant de voir comment Bivol arrive à éviter un Beterbiev quand il cadre, il touche, il fait mal. Et est-ce qu'il va réussir à l'emmener jusqu'au bout ou s'il se fait toucher, peu importe le moment du combat où il se fait toucher et comment il réussit à revenir en fait. Parce que c'est Beterbiev, il a ce sens du timing. C'est une fois qu'il t'a analysé, c'est un peu des fighters pour faire une autre comparaison, à la Gervonta Davis. Il commence doucement, il analyse, une fois qu'il prend le timing, il démarre, c'est compliqué. Son record de KO en 10 long. Ça va être intéressant en fait pour moi de regarder le fight. Donc pronostic à la fin. Les gars, excusez-moi, techniquement, j'ai entendu personne parler de son step side. C'est-à-dire qu'il cadre, mais sont pas sur le côté pour t'allumer avec la hanche. Personne n'en parle de ça. Parce que c'est là où il agresse les gens. C'est quand il t'a cadré avec son crochet, c'est là où il t'agresse. Johan, c'est le Toli du plus 8, ça. Enfin, vous avez dit déjà plein de choses. 2 secondes, Ah, vous n'êtes pas sérieux. Non, vous avez dit déjà plein de choses en fait, mais moi je trouve qu'il y a un point que vous n'avez pas abordé. Donc Léo a un peu abordé, mais pas complètement, surtout sur Berbetiev. C'est son âge et puis les blessures. Parce que n'oublions pas quand même que il a été opéré. Je crois qu'il y a un combat qui a été reporté à cause d'un problème au genou, en fait, où il a été opéré. Et avec l'âge, moi j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous pensez en fait qu'il sera toujours aussi mobile en fait qu'avant? Parce que moi, en fait, sur ce combat-là, pour moi, c'est le plus gros point d'interrogation, en fait. Est-ce qu'il arrive vraiment? Parce que lui-même, il a dit, je crois, avant le combat, en fait, que non, vous inquiétez pas, en fait, je suis à 100%, en fait, moi, ça ne change rien. Mais si vraiment, en fait, son problème au genou, en fait, persiste, est-ce que vous trouvez pas que ça va, en fait, nous gâcher un peu la fête qu'on risque d'avoir, en fait, lors du combat? C'est pour ça, Johan, que je disais tout à l'heure que ce combat, il était temps qu'il arrive. C'est juste pile le bon moment parce qu'après, effectivement, ça risque d'être un peu tard, justement à cause de ces problèmes de santé, ces problèmes de rotation. Et c'est pour ça que je disais que dans mon analyse, ce qui peut sauver Bivol, c'est vraiment de garder Beterbiev le plus longtemps à distance, non pas forcément à cause de son cardio, c'est qu'à un moment donné, à force de bouger sur le ring, effectivement,
le cardio va prendre un coup, mais il va y avoir ces mouvements de rotule. Pour comme je parle tout à l'heure, son pas de côté, là, quand il le fait, il joue sur ses appuis. Mais après, quand Beterbiev dit « je suis à 100%, je pense qu'il triche pas, il ment pas. S'il est à 100%, C'était pas l'opération. Je crois que c'est pas l'année dernière où il s'est opéré quand c'était ouais, il y a 1 an et demi à peu près. il y a un an et Mais demi. Il devait combattre déjà. après ça, il y a eu Carlos Smith en janvier, le 13 janvier. En janvier, Il y a eu justement. un Oui, mais en fait, parce que le truc, en fait, qui est avec lui, qui est un peu trompeur, c'est quand je regardais, par exemple, ses stats, je crois dans ces 20 combats, il y a 12 par KO. Dans les 20 combats, 20 KO, en fait, je crois il y a 12, c'est avant, en fait, le 5e round, tu vois. Et là, je me dis, en fait, c'est que si on va, par exemple, loin, imaginons on arrive au 8e, 9e, genre 10e, tout ça là, est-ce que là, pour le coup, on peut ne pas ressentir, le poids de l'âge, et puis en fait, d'abord, c'est l'habitude, parce qu'il n'a pas l'habitude. Deux, le poids de l'âge. Et donc, pour le coup, vraiment, en fait, genre, le poids des blessures. Parce qu'il a eu beaucoup de pépins, en fait, les dernières années, en fait. Tu vois, c'est pas juste, là, on parle juste de 1 an et demi, tu vois, mais il y a eu beaucoup de pépins. Là, il y a eu l'opération. Entre-temps, depuis, je crois, il n'a pas été super actif. Je crois que c'est juste un seul combat, en fait, depuis l'opération. Donc, quand on met tout ça, en fait, ensemble, si le combat dure trop, est-ce que donc, pour le coup, il n'est pas désavantagé? Est-ce que donc, vraiment, c'est pas genre, il doit finir comme d'habitude, super vite? Ton questionnement, il est bon, il est correct. Mais on oublie une chose, c'est qu'on est en lourd léger. Et en lourd léger, la vieillesse n'est pas forcément un point faible. Je pense plutôt même qu'il y a l'expérience qu'il a acquis. Et je pense que ça va être un point positif pour la suite. Parce que moi, ce qui m'intéresserait à titre perso, c'est s'il gagne, ben, qu'il puisse monter pour rappeler, peut-être, pour tenter de rappeler à Usyk que Joe, avant que tu sois là, tu m'as d'abord affronté. Et ça s'est pas passé de la même manière. Non, mais ça peut être une story, hein. Parce que les gars se sont rencontrés en finale, hein, on se rappelle pas. Je dis en 2012, le résultat, on le connaît, tu vois. Moi, Ouais. je me dis que c'est le moment pour clore la boucle et de peut-être tenter une dernière pige parce que justement, en poids lourd, c'est encore plus vrai en poids lourd. En poids lourd, l'âge, c'est pas un point faible, c'est pas une tare. Au contraire. Et puis aussi, si ce sont les pépins physiques, bon, après, surtout après les blessures, de nos jours, la médecine en sport est tellement élevée que moi, là, beaucoup de commentateurs montrent que bon, là, ça, c'est plus un bon. De nos jours, tu peux littéralement revenir d'une blessure au genou et être pratiquement le même, mais bon, être plus de ce que tu étais avant la blessure, en fait. Donc, tout quand on arrive à la période à la partie des pronostics. Donc, Yeah. ça va être là. Ben, les gars, n'oubliez pas, ça reste dans le pensée de super affrontement. BF contre Bivol, ce sera le 12 octobre du côté de Riyad à Saudi Arabia. Donc, ce qui nous amène, on va toujours rester du côté de Saudi Arabia, mais on va se diriger cette fois-ci de l'autre côté en MMA. Pour la première fois, les gars, dans la capsule, on vous amène des analyses du PFL. Et ce moment, en tout cas, c'est pour le continent, les gars. Le 19 octobre, côté de Saudi Arabia, on aura du painting, Francis Mouchon qui fait son retour en super fight. Les gars, ce sera un super fight. Renan Tierra, current PFL champion. Et en common event, tu auras Chris Pacheco qui va défendre son titre contre Cyber.
quel bel événement aussi du côté du PFL. C'est pas le des beaux événements du côté du PFL. Seulement lorsque, il s'appelle comment encore, c'était son écharpe combat. Il s'agit Un coup en plus. d'analyser le combat de Francis Ngannou contre Renan à l'égard de Boncher. Francis Ngannou qui va combattre pour la première fois en PFL. On va rappeler que les 2 derniers combats qu'il a fait, c'était en boxe. Il les a perdus, mais Francis nous a donné du beau spectacle. Renan Ferreira, il a un PFL, il terrasse tout. Il est sur une série de victoires de quoi? Je pense 5 victoires par KO au premier round, les gars. Pendant que vous faites la chose se passer, on va commencer avec l'ambassadeur continue comme ça. 2 fois café, let's go. Bon, attendant, on va se mettre bien. Avant que, pour commencer, avec voir comment ça va se passer pour parler de ces histoires. On va se mettre bien. Ok. Bon, premier fight de Francis au PFL. Moi, avant la question sportive, c'est la question psychologique. Déjà, dans quel état se trouve Francis avant d'aborder ce combat? Il a perdu son dernier fight par KO contre Joshua en boxe, mais il a eu des problématiques personnelles. Donc, ce genre de problématiques affecte énormément. Donc, moi, ma question d'abord, avant de commencer le fight, c'est dans quel état il est avant d'aborder le fight. Donc, j'ai écouté un peu les interviews à gauche, à droite. J'ai écouté chez Joe Rogan. Ceux qui n'ont pas regardé, allez regarder cette interview-là. C'est super poignant. L'interview chez Mouloud également, c'est super poignant. Après, il y a une partie, pour revenir maintenant sur le côté sportif, il y a une grosse partie, si ce n'est toute sa préparation qui a été faite au pays. Donc, pour moi, voilà, tu reviens au sources, tu vas prendre l'air du pays, entre autres choses. On va pas dire ce dont il s'agit. Et tu vas prendre, en fait, cette atmosphère-là, ça permet de se ressourcer et ça, c'est super intéressant pour une préparation. Maintenant, concernant les caractéristiques des 2 fighters, on va commencer par pour l'instant, celui qui est proprio de la ceinture avant que ça ne change le 19. Puis, on va aller droit au but. Avant que ça ne change, Ferreira, pour moi, c'est un gars du pied-point, un gros kicker et un puncher explosif avec un bras arrière qui est dévastateur. Moi, c'est comme ça que quand tu regardes les combats, bon, c'est à chaque fois, c'est du premier round. Donc, ce qu'on peut retenir, en fait, de, de ces premiers rounds, c'est qu'il arrive, il va kicker d'abord, il kick beaucoup, il teste un peu tes appuis. Et une fois qu'il a réussi à comprendre tes déplacements, il est très explosif, un peu à la manière d'un round 3 dont on parlait tout à l'heure. Bras avant, bras arrière. Et c'est comme ça, moi, celui que je retiens, c'est quand il y avait le combat le combat face à Green, le partenaire d'entraînement de Jones. C'est comme ça qu'il a eu. Ils ont commencé avec les kicks. Et quand Green a voulu jabber, il y avait une ouverture avec le bras arrière, il a touché. Maintenant, Francis, sa dernière sortie en MMA, on avait vu l'évolution. On a vu l'évolution déjà dans sa façon d'approcher le combat, le calme qu'il avait. Il n'avait pas ce côté boxe hyper pressé, voire à l'abordage qu'il a pu avoir où il s'appuyait uniquement sur la force de frappe. Là, c'était beaucoup plus composé, beaucoup plus cadré. Pareil, il va kicker, il va jauger. Et là, on est en MMA, donc il a montré qu'il pouvait lutter, même si c'est qu'il pouvait lutter offensivement, même s'il n'était pas face à un gros lutteur.
Donc, il a montré qu'il pouvait lutter défensivement. Parce que Miocic, c'est quelqu'un c'est un fighter qui s'y connaît avec de l'expérience. Et pour moi, en fait, il va prendre cette ceinture. Il est venu pour être, voilà, il est au conseil d'administration, il va tout récupérer. Donc, il a la maison et on va donner le prono tout à l'heure. Donc, mais bon, les intentions sont là. Le problème, c'est arrivé, bah, Mets bien la casquette, mets bien la casquette. Attends, voilà, attends, j'ai oublié quelque chose. Attends. Oh, pardon, qui l'a provoqué? Qui l'a provoqué? Mon Dieu, Toi, Léo, est-ce tu que vas tu pas peux dire venir dans manger quand même le lait devant tout le monde. Ah, putain, j'ai oublié mon drapeau. Mon drapeau est quelque part. Ah, le karma! Le karma! Merci! Quelque part. J'ai oublié mon drapeau. Ah, mais il n'y a pas une histoire de karma. Pourquoi le karma? Quoi? Le continent! Eh, Mais, mon Dieu! Qui l'a provoqué? Qui l'a provoqué? Mon Dieu! eh, Quand il va perdre, il faudra sortir le drapeau là. Ouais, en fait, bon, comme John disait, moi, c'est surtout sur Ngannou, en fait, c'est la partie psychologique. Parce qu'il y a plein de choses qui sont passées. Un, tu t'es pris un KO. Un KO violent, en fait, contre Edgy, même si on n'était pas en MMA, mais bon, ça reste en boxe, c'est un KO violent. Et donc, maintenant, il faut voir comment tu vas réagir, en fait. Surtout que là, tu tombes aussi contre un puncher. Il peut avoir de l'appréhension. Au-delà de ça, il y a une grosse pause en MMA. 2 ans, si je ne me trompe pas, 2 ans et demi, tu vois. Donc, tu t'es entraîné principalement sur la boxe, même si, bon, de principe, Ngannou, au départ, quand il arrive en MMA, c'est plus un striker. En fait, tout ce qui est sol, c'est après la correction contre Miocic, le premier combat, en fait, qu'il comprend que, ok, je dois améliorer, en fait, cette partie, en fait, de mes capacités, en fait, en MMA. Mais sinon, la pause de 2 ans, ça pose quand même question. Tu t'es entraîné sur un autre sport, d'autres réflexes. Là, tu reviens en MMA après avoir pris un KO. On a encore les images, hein. C'était pas bon. Un KO, en fait, très violent. Donc, comment s'est passée la préparation? Plus tu l'as fait, en fait, la plus grande partie au Cameroun, en fait. C'était quoi ton équipe? Bon, c'est qu'il a toujours entouré, en fait, des mêmes personnes. Mais comment tout ça agit sur toi? Parce qu'il y a plein de choses, en fait, plein de choses, entre guillemets, négatives là d'un coup. Parce que il y a l'interview qu'il dit chez Mouloud, où Ngannou lui-même, il dit, en fait, c'est qu'il ne savait pas d'abord s'il voulait continuer. Tu vois, parce que ça l'a vraiment affecté. On parle de la perte, quand même, genre, d'un enfant. À tous ceux qui ont des enfants, en fait, ou même, en fait, bon, ceux qui ont vu des personnes à qui c'est arrivé, c'est un truc qui marque, en fait, énormément. Donc, il a été vraiment marqué, en fait, par cette histoire, en fait, cette période triste, on va dire, de sa vie. Il était hésitant, en fait, à savoir s'il devait continuer ou pas. Et le mec, il dit, en fait, là, je m'ai jamais comme envie de faire ça pour mon fils. Mais après ce combat, je vais voir si la bête est toujours là, si j'ai envie de continuer, tu vois. Donc, même lui, il n'est pas encore sûr, tu vois, à quel point ça l'a affecté. Et le côté psychologique dans les sports de combat, ça joue énormément. Pourquoi je dis ça? C'est que ne soyez pas surpris, par exemple, si on n'a pas le même Ngannou que d'habitude lors de ce combat. Parce que peut-être que tout ce qui s'est passé, je dis, que ce soit le KO contre Edgy, que ce soit en fait cette affaire personnelle, tout ça en fait, bah, ça l'aura beaucoup impacté. Là, ça peut être le contraire. Tu vois, c'est à d'autres personnes que il peut vraiment réagir en fait en se disant, et cette victoire-là, je vais vraiment la chercher pour mon fils et vous allez voir en fait un Ngannou complètement différent. Mais ça peut aussi l'inhiber. Donc, c'est un gros point d'interrogation, en fait, par rapport à l'approche de son combat et par rapport à son adversaire. C'est aussi quelqu'un, guillemets, qui n'a rien à perdre. Déjà, grâce à Ngannou, on dit qu'il prend le plus gros chèque de sa carrière. Parce que Ngannou avait exigé, je crois, qu'ils prennent le même salaire. Et je crois qu'ils sont à peu près à 2 ou 3 millions, je sais pas, un truc comme ça, bref. Donc, lui, il n'a rien à perdre. Il est champion parce qu'il est du cross. Ils avaient fait le combat PFL Bellator. Et je crois que c'est le seul combattant qui avait gagné, en fait, du PFL, qui avait gagné contre les combattants du Bellator. Donc,
combattant aussi très puissant. Là, il n'a rien à perdre, en fait, entre guillemets. S'il perd contre Ngannou, ouais, c'est l'ancien champion de l'UFC qui arrive. On le connaissait depuis, super puissant, etc., etc. On va pas lui tomber dessus. Alors que Ngannou, lui, il a tout à perdre. Tout à perdre, pourquoi? Bah parce qu'en boxe, si ça avait l'air d'avoir bien commencé, parce que la défaite contre Fury était encourageante, celle contre Eji, tu vois, parce que c'est la manière aussi, tu vois. Celle contre Eji, pour le coup, c'était plutôt alarmant. Donc, il y a il y a ce qui s'est passé en boxe. Si là aussi tu perds, en fait, tu perds au PFL, je crois pour le coup, vraiment, c'est fin de carrière, quoi. Donc, on est sur un combattant qui est en train de jouer sa carrière. Donc, moi, ça me fait me poser, en fait, beaucoup de questions, quoi. Quel combattant va avoir? Tu vois, moi, c'est la question. Parce que si on enlève cette pause qu'on a eue, en fait, c'était juste après avoir quitté l'UFC. Moi, je vous disais tout de suite, en fait, moi, je pars sur Ngannou, tu vois, un peu. Mais là, il y a tellement de points d'interrogation, en fait, à côté, que ça me laisse vraiment indécis. Écoute, c'est la première fois depuis longtemps que je peux dire que je suis à 100% d'accord avec Yoann. Donc c'est un moment à enregistrer parce que ça n'arrivera pas tout le temps. Je rajouterai à cela que moi, je ne sais pas quel Ngannou on va voir. Donc je reprends la phrase de Yoann. Entre donc le père de famille touché, entre le combattant, entre le businessman ou la star. Parce que il y a ce phénomène qu'on a pu voir avec Kamaru Usman, devient star, et derrière, la chute au niveau MMA s'annonce. On voit un Adesanya qui a un peu joué les orgueilleux, star des réseaux sociaux, qui monte un tout petit peu dans la tête des gens. Lui-même, ça lui monte à la tête. Première défaite, deuxième défaite. Aujourd'hui, il est blasé du combat. C'est le seul rescapé. C'est le seul rescapé de la garde noire qui avait dominé l'UFC. La question, c'est est-ce que on a toujours un combattant? Est-ce qu'on a toujours un combattant? Est-ce que ces 2 ans ont servi à ce qu'il se remette en question ou non? Est-ce que ces 2 ans ont permis de poser des bases solides? Et moi, j'ai plutôt l'impression de voir un futur promoteur du PFL plutôt qu'un combattant. J'ai l'impression de voir Daniel Cormier en ce moment. Parce que tout de suite, tu dis à Daniel Cormier d'aller se battre sur un ring. Oui, c'est un combattant qui a été champion. Oui, c'est un combattant qui a été au-dessus de tous, qui a mis en danger John Jones à 2 reprises. Mais qui ne combat plus et qui est en mode commentateur. C'est là où je veux voir Ngannou. Effectivement, par rapport à Yoann, par rapport à ce que Yoann disait, et désolé John, mais Ngannou n'a pas le choix que de gagner en fait. Parce que là, s'il perd, je sens la fin en tant que combattant. Et s'il perd, est-ce que son avenir professionnel en tant que promoteur du PFL en Afrique est assuré? Est-ce qu'il en a fait assez pour assurer cet avenir-là en PFL? Je ne suis pas sûr, parce qu'il y a eu 2 combats perdus, une défaite encourageante comme Johan l'a dit, mais une défaite abominable, atroce contre un AJ qu'on vient de voir tomber comme une merde. Parce qu'il faut pas juste regarder l'aspect sportif, il faut aussi regarder de l'œil de ceux qui regardent en fait. Ceux qui regardent, qu'est-ce qu'ils voient? Et derrière, quand ils voient ces choses-là, qu'est-ce qu'ils font sur les réseaux sociaux? On oublie souvent les haters, les gens qui sont là pour te rappeler toutes les merdes que tu as subies dans ta vie. Il n'y a pas que des bons gars sur les réseaux. Et on peut être les plus concentrés du monde à un moment donné sur des aspects liés à la famille, ça touche. Sur les aspects liés au business, ça touche. Donc, il y a plein de par rapport qui font en sorte que Ngannou n'est pas forcément celui qu'on attendra et qu'on verra même sur le ring. Maintenant, il y a un autre point. On a 2 gros fighters, 2 gros punchers, des gens qui terminent leur combat très rapidement. Mais on oublie un aspect. John en a parlé furtivement, mais sans rentrer dans les détails. On a un Brésilien en face de Ngannou. Et qui dit Brésil, dit que forcément, on a quelqu'un qui a peut-être
peut-être la solution en JJB. Même si on l'a jamais vu le faire, il y a peut-être cette solution en JJB. Tu as dit tout à l'heure, John, oui, il a une bonne défense de lutte. Il a une bonne défense de lutte. Mais est-ce qu'il a une bonne défense face à du jiu-jitsu? C'est pas la même manière d'amener au sol, hein. C'est pas la même manière. Désolé, j'ai la petite qui intègre la capsule pour les dernières minutes. C'est pas la même manière d'amener au sol. C'est pas la même manière d'attaquer. Tu dis bonjour, voilà. C'est pas la même manière d'attaquer son adversaire, de contrer. Je sais pas. Franchement, je suis tellement indécis. J'ai même pas envie de parier là-dessus. Mais je pense que je dois choisir entre la raison et le cœur. Et le cœur ne m'a pas souvent sauvé, hein. Mais bon, on verra ça au niveau des pronostics. Ok. Qu'est-ce que dire encore? Vous avez pratiquement tout dit. Ce que je vais rajouter par rapport à tous les éléments que vous avez déjà énoncés, notamment les dernières années de Ngannou, ce qu'il a traversé côté personnel, même en sport, les 2 défaites qu'il a enregistrées en boxe. Le mental n'est pas là, mais aussi, même pour ajouter à tout ça, c'est aussi la première fois quand même qu'on aura quelqu'un en face de Ngannou qui va nous bouffer dans tous les critères physiques, en fait. Euh, Renan Pereira, c'est quand même quelqu'un qui a 2 mètres points. Et Ngannou a 1m93. On parle large, on parle. Ngannou a quoi? 83. Alors que Renan Pereira, 85. Renan Pereira a encore le facteur de l'âge, c'est le plus jeune, donc forcément ce sera le plus jeune. C'est des éléments qui à voir à l'encontre de Ngannou, mais bon, Ngannou n'est pas à négliger. C'est quelqu'un qui à tout moment peut éteindre les lumières. Peut-être ce qu'il a traversé côté personnel va encore le motiver. Mais bon, comme vous avez aussi déjà énoncé Renan Ferreira, euh, motivation côté financier, parce qu'il va approcher un peu caché, juste pour affronter Ngannou. Ça, c'est quelque chose qui motive déjà. Euh, Renan Ferreira a des intentions d'aller en UFC. Là, il a l'occasion d'affronter l'ex-champion UFC. Donc, tout ça, c'est motivant. Like, se dire que, bon, je vais affronter un ancien champion de l'UFC. Je vais montrer à tout le monde que je peux bien. So, Renan Ferreira est motivé. Et comme disait Johan, il n'a rien à perdre. Il n'a rien à perdre. Donc, les gars, ce qui nous amène du coup des pronostics, on va rappeler à nos téléspectateurs, nos auditeurs, et tous ceux qui nous suivent. Pouvez-vous like, commenter, on veut savoir sur qui vous penchez, on veut savoir comment vous voyez la chose se passer. Ce qui nous amène à la partie, ben, comme je disais au début, on va pronostiquer la carte du 12 octobre, Beterbiev contre Bivol, le main event. La carte du 19, on va pronostiquer Renan Ferreira contre Francis Ngannou. Et le co-main event, Chris Cyborg contre Pacheco. Donc, les gars, on va commencer avec John Café, hein, c'est le traîneur. Et le dernier, tout simplement, n'hésite pas. Allume la caméra, le continent, c'est à toi de miser. Ouais, ou bien tu veux faire genre... Non, non, là, tu veux... laisse-moi être champion à titre jusqu'à la fin de l'année. Donc, moi, j'ai Bivol, décision unanime. Allez, Cyborg,
KO deuxième. On va aller avec le cœur, hein. De toute façon, on va laisser la raison de côté. Francis, KO au deuxième. Alors, je vais aller avec Dimitri Bivol, KO au huitième round. Je vais aller avec Tcheko, KO au troisième. Soumission, pas KO au troisième. Soumission au troisième. Pacheco, soumission au troisième. Je vais aller avec Benan Pereira au deuxième round. Oh là là là, ça va être dur ce truc-là. Ça va être dur. Je vais aller avec Beterbiev KO au huitième round. Beterbiev KO au huitième round. Je pense que Bivol va l'emmener plus loin que d'habitude, mais il va se prendre la fureur au huitième. Ensuite, je partirai sur Pacheco à la décision. Chris Cyborg est déjà un peu âgée, mais elle a encore du répondant. Et je pense qu'elle va pouvoir tenir la longueur sur les 5 rounds. Et Pacheco gagnera quand même à la décision. Et pour terminer, je quoi, Ferreira gagnera, mais je choisis Ngannou au premier round. Voilà, Ngannou au premier round. Là, c'est le cœur qui parle. Ngannou, fais-nous, voilà, fais-nous taire tous ces gens-là. En Alors, plus, KO, je suppose, il s'est KO, hein. ressourcé hein, comme Poitane. Hein. Il est parti se ressourcer au pays comme Poitane. Hein? Donc voilà. Voilà pour moi. KO, non, Léo, tu n'as pas précisé. KO, premier round, bien. C'est j'ai dit KO premier round. Ok. Donc, moi, je vais aller avec Berbetiev, KO au quatrième. Bon, ça va pas durer aussi. Après, s'il est blessé, on annule les pronos parce que bah, ça compte pas. Mais bon, Berbetiev, KO donc au quatrième. Là, c'est, en fait, les deux derniers combats, c'est ça vraiment le cœur, quoi. Chris Cyborg, en fait, je vais avec victoire à la décision. Et puis, ouais, Ngannou. Je sais que tu vas perdre, mais bon, Ngannou, KO, troisième round. Je vois tout que on va rien poster jusqu'à ce que Parker nous fasse. J'étais là dans la capsule, les gars. Merci d'avoir été avec nous. Merci de nous suivre. On voit les gars, on voit vos likes, on voit vos encouragements, on voit vos commentaires sur la page, surtout sur Facebook. Ça me fait chaud au cœur. Continuez les gars, partagez les posts, continuez de commenter, on vous suit, on répond. Donc, abonnez-vous sur la capsule pour les nouveaux, pour ceux qui nous regardent pour la première fois, abonnez-vous, cliquez sur le bouton follow, cliquez sur le bouton abonner, allez-y sur YouTube, on est aussi là-bas, cliquez sur le bouton like, cliquez sur le bouton s'abonner, et on est aussi sur X, la capsule, cliquez sur le bouton follow et reposter, quoi. Non, c'était ça, moi c'était Tabs, à vous les gars. Message personnel. On n'entre pas dans la capsule sur simple doléance. Il faut prouver qu'on est capable d'être présent là. Et quand on te donne la chance d'être présent, on a saisi et on vient. Message passé. Je ne citerai pas de nom. Quand il regardera, il saura de quoi il s'agit. Sur ce, c'était Léo le VRC. Vous pouvez me trouver sur les Scientifoot 2, X, Instagram et tous les réseaux auxquels vous pensez. Tapez simplement Léo le VRC. Ah, ça, c'est Ouais, le Toli du Plus 8, ça.
Euh, John Frank La AP, santé. Scientifoot 2, la capsule. Donc, toutes les fois où il y a des fights, likez, abonnez, partagez. Regardons les fights. Regardons les fights. Et bavardons. Thanos, bon, Unip, mais sinon, c'est maintenant dans la capsule, on va appeler Thanos. Parce que depuis le début de la saison, je marche sur tout le monde. Bon, il y a le petit Léo qui court un peu, qui essaie de sortir la tête de l'eau. Mais en décembre, il y aura la Thanos. C'est tout. À part ça, n'oubliez pas de regarder les combats et surtout liker. Il y en a qui regardent en fait, mais qui ne likent pas. Liker, partager. En plus, on fait de beaux montages pour vous. On se donne à fond, ça prend du temps. Donc, likez, partagez. On vous voit partager parfois des trucs de la concurrence. Les gars, c'est pas sérieux. On bosse pour vous. Donc, partagez, n'oubliez pas. Et surtout, bonne semaine. Portez-vous bien. Léo, il n'est pas rattrapé Johan, il parie encore comme Johan. Merde. Et ouais, tu paries comme moi, c'est lui qui parie après moi. Ben, les gars, c'est ici. C'est cool. Pour lui aussi, tout le malade au père, ce sera du côté ce sera à Abu Dhabi cette fois, c'est pas à Riyad, ce sera à Abu Dhabi. Avec, il y a Tempuria contre Matt Holloway. Combat de malade, je sens déjà ça venir. Bang. Et bref, sur la capsule, vous aurez tous les updates concernant les combats et les combats de boxe. Donc, les gars, on se retrouve le mois prochain. Until then,